Tu es saint, tu es saint. C'est donc un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour ces assises de l'enseignement catholique. Je veux d'abord saluer chacun d'entre vous qui œuvrez au quotidien à l'instruction, à l'accompagnement et à l'ouverture de nos enfants sur le monde. Dans l'enseignement catholique, on a à cœur de s'intéresser à la personne dans toutes ses dimensions. Les dimensions académiques, la réussite scolaire, universitaire, mais aussi le développement de la personne. Et le sport, pour moi, est un fabuleux vecteur de développement. Et donc c'est très important que les enfants puissent se développer en harmonie, un esprit sain dans un corps sain. La première, c'est effectivement le risque, c'est la sédentarité. On a de plus en plus d'activités liées aux jeux vidéo, Netflix, toutes les plateformes qui vous proposent des contenus à l'infini. Donc la tentation de rester devant son canapé et de regarder la télé, elle est très grande. Donc c'est très important parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont plus de risques de faire un accident cardiovasculaire que leurs parents. Et ça, c'est quand même inquiétant. Donc c'est important qu'ils prennent le goût du sport. Ça, c'est la première chose pour éviter ce que vous avez évoqué, la sédentarité. La deuxième, pour moi, elle est liée à l'estime de soi. Prendre des marques avec son corps, c'est aussi travailler l'estime de soi. Prendre confiance dans ses capacités. Et je pense que c'est très important, très tôt, de donner confiance. Alors parfois, on associe sport et compétition. On se dit oui, mais c'est quand même très compétitif, le sport. Oui, il y a une dimension compétitive, mais il y a surtout une dimension que moi j'appelle l'émulation. Comment je me dépasse, le goût de l'effort. Et il y a quelque chose que je trouve très intéressant aussi, c'est la notion de plaisir et d'effort. Et je trouve que le lien entre effort et plaisir dans le sport, on peut le transposer à l'école. Effort et plaisir. Ça, c'est très important, le collectif, de pouvoir aller plus loin en équipe et travailler aussi avec des individualités. Parce que si on reprend la métaphore du sport, si vous jouez au rugby, au foot, chacun a un poste. Et ce qui fait la richesse de l'équipe, c'est qu'on a bien des individualités, mais à des postes particuliers. Et donc, quel que soit mon gabarit, ma motivation, je peux trouver une place dans cette équipe. Et moi, ça me rappelle, alors je n'aurai pas le temps de développer, mais bien entendu, une des encycliques de feu le pape François, Fratelli Tutti, tous frères. Donc, c'est aussi apprendre à pouvoir jouer ensemble malgré nos différences. Sur l'aspect bien-être, on sait qu'un cerveau, ça consomme à peu près 20% de l'oxygène que vous respirez, 20% de l'énergie alimentaire que vous consommez. Et donc, quand vous alimentez votre cerveau, il fonctionne mieux. Par exemple, si vous faites 30 à 45 minutes de sport modéré, vous serez beaucoup plus capable de vous concentrer après parce que vous aurez apporté l'oxygène nécessaire au fonctionnement du cerveau. Ça, c'est le côté, j'ai envie de dire, entretien normal. Maintenant, du côté de la pathologie, on sait qu'aujourd'hui, grâce à des études notamment du professeur Richer, qu'il y a des liens entre le microbiote intestinal et le cerveau. Parce qu'on parle beaucoup des neurones, mais on oublie les cellules gliales, sont les cellules qui nourrissent les neurones. Et celles-ci sont en lien avec les intestins. Et donc une mauvaise nutrition, un dérèglement peut entraîner des difficultés au niveau mental. Le nombre d'élèves ou d'étudiants qui malheureusement ne déjeunent pas ou déjeunent mal, et cela entraîne des problèmes notamment d'attention. On sait que le cerveau a besoin de sucre lent, on évoquait l'oxygène, mais il a aussi besoin de sucre lent. Du coup, si vous mangez quelque chose de trop sucré, des sucres rapides ou pas du tout, vers 10h30, parce qu'à la Réunion on se lève tôt, il va y avoir une chute de la glycémie et donc beaucoup moins de capacité à se concentrer, à faire des efforts. Donc tout à fait, la communauté éducative au sens très large, les encadrants, les enseignants, les parents, tout le monde a son rôle à jouer et dans des choses que je qualifie de basiques mais essentielles. Je crois que c'est aussi être fier de l'enseignement catholique à la Réunion, des valeurs que l'on porte. Parce que ces valeurs-là, je pense que, notamment sur le territoire de la Réunion, elles résonnent encore plus qu'ailleurs quand on voit les difficultés qu'il y a dans le monde. Donc cette cohésion et cette fraternité, j'ose le mot, elle est très importante. Et je finirai sur une maxime de Saint-Exupéry. Je crois que c'est dans Terre des Hommes, il dit « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Le thème choisi, éduquer ensemble pour l'espérance. Dans un monde traversé par des bouleversements rapides, climatiques, politiques, technologiques, sociaux, nos enfants ont besoin de repères solides, d'adultes engagés et d'un environnement qui leur permette de grandir sereinement. Dans le projet d'apprenti d'Auteuil Océan Indien et d'apprenti d'Auteuil de façon générale, nous accueillons de façon inconditionnelle, quels que soient les jeunes, quelques jeunes que ce soit, pardon. Et ces jeunes-là, ils viennent avec énormément parfois de difficultés d'apprentissage social, économique, etc. Et donc on a à cœur de les former malgré parfois ces difficultés, ces handicaps au démarrage. Avec aussi cette approche corps, cœur et esprit qui nous attache, avec la recherche de la transcendance, de l'ouverture. Les difficultés, elles sont nombreuses, mais j'en citerai 3.
déjà essayer de recréer la confiance. Donc le terme de confiance est fondamental pour Apprentis d'Auteuil, en particulier ici à La Réunion, pour Apprentis d'Auteuil Océan Indien. C'est faire en sorte que progressivement le jeune reprenne confiance en lui, confiance en l'adulte, confiance en la société. Parce que souvent on a tendance à l'oublier à Mayotte. On connaît bien Apprentis d'Auteuil parce que c'est notre, comme on peut dire, c'est notre association. Mais il y a toujours cet aspect catholique qu'on oublie, donc d'appartenance à l'enseignement catholique. Et il faut aussi savoir qu'à Mayotte, on est dans un département à 95% de musulmans. Et c'est très important d'affirmer notre présence, surtout en action, parce que nous témoignons de la présence du Christ sur un sol musulman. Par notre présence déjà, on peut dire que c'est une présence qui se manifeste par nos actions, l'accompagnement des jeunes sur tous les aspects. C'est-à-dire, nous avons vu par exemple l'élan de solidarité, les actions que nous avons menées après Chido. Concrètement, nous avons mis en place, donc déployé un projet qu'on appelle bien apprendre, bien manger, bien s'alimenter pour bien apprendre. Le projet a consisté à améliorer l'alimentation parce que nos jeunes n'ont pas de cantine scolaire. On passe donc à midi, ils recevaient des collations, un pain avec de maïs ou de thon et tout ça. Et là, on a voulu quand même améliorer leur repas en leur fournissant des repas froids, de pâtes, de riz, etc. Donc pour leur permettre de bien s'alimenter, pour bien apprendre. Parce que la plupart, il y en a certains, c'est leur repas de la journée. Et avec ça, certains même, à partir du repas qu'ils ont, ils l'amènent à la maison pour partager avec la famille. Nous avons besoin de soutien des réseaux de l'enseignement catholique, sachant que nous sommes les seuls qui sont là-bas. Nous avons besoin de personnel qui viennent nous aider parce que nous sommes dans un établissement où la majorité n'est pas titulaire et nous avons besoin de titulaires qui viennent pour renforcer l'équipe. On aimerait que le VEC passe aussi à Mayotte pour marquer la présence de l'Église dans l'éducation de Mayotte. Cette vitalité est possible grâce à votre engagement généreux d'éducateurs et d'adultes qui travaillent le plus souvent dans l'ombre. Et aujourd'hui, je vous encourage et je vous rends hommage. Je vous exprime ma confiance afin de continuer votre mission et comme toute personne en responsabilité, nous savons que notre mission comporte parfois des combats afin de protéger les jeunes et les établissements de comportements prédateurs. L'État dit je considère que dans ces établissements catholiques privés sous contrat, il y a une réalité qui s'appelle le caractère propre dont, entre guillemets, on ne se mêle pas. Et grosso modo, chez nous, c'est ce qu'on appelle la pastorale scolaire. Pas que l'animation pastorale, c'est-à-dire c'est pas juste le fait d'avoir de la catéchèse et des célébrations, c'est le fait que nos établissements sont conçus comme une mission d'éducation de l'Église. L'Évangile est la cause et la finalité de toutes les écoles catholiques. Ça ne veut pas dire que toutes les écoles catholiques sont des monastères. Oui. Ce sont avant tout des écoles. C'est ça. Donc on y apprend, on respecte les programmes de l'État. Or, on le fait de manière différente parce qu'il y a derrière une vision, une compréhension de l'être humain, une anthropologie et une finalité qui n'est pas la même que l'école publique. Justement, les relations qu'on a eues pour organiser cette table ronde du 5 ont été extrêmement cordiales et les échanges qui ont eu lieu étaient vraiment de qualité parce qu'on avait ces représentants de la laïcité du rectorat qui étaient des personnes vraiment intelligentes et très bien formées sur le sujet.
On n'était pas d'accord sur tout, et c'est très bien qu'on ne le soit pas, parce que sinon ça voudrait dire qu'on est quasiment la même chose, donc on a eu certains désaccords, mais c'était fait dans une recherche justement pas du tout idéologique, et très bienveillante et intelligente. Et ça, c'est un vrai atout de la Réunion, c'est ces bonnes relations avec le rectorat. Il y a de plus, la constitution même de la société réunionnaise fait que cette pluralité religieuse, elle est beaucoup plus visible. Parce que l'évangile, c'est jamais dépassé. C'est toujours nouveau, c'est toujours jeune, c'est toujours attirant. Donc aussi montrer que la foi chrétienne, c'est quelque chose qui est exaltant, que c'est pas du tout juste ma grand-mère en fait qui peut être chrétienne, que c'est pas quelque chose d'ennuyeux, que c'est quelque chose de vivant, d'intelligent. On n'est pas obligé d'éteindre son intelligence pour être un catholique, au contraire, je pense que ça stimule beaucoup plus l'intelligence que ça ne l'atrophie, et que c'est une source de joie et de bonheur. Aimer, servir, espérer, une vision partagée, je crois que, vu du côté du rectorat de l'éducation nationale, nous n'avons rien à redire à cette très belle devise. Ces mots résonnent profondément avec les missions éducatives qui sont les nôtres, et quand je dis les nôtres, je ne parle pas simplement d'éducation nationale, je parle des missions qui incombent à chacune et chacun ici, où nous nous donnons les moyens, au bout du bout, de faire converger les uns et les autres en surmontant éventuellement nos contradictions. Même si nous ne parvenons pas à les dissoudre, il faut au moins essayer de comprendre quel est le point de vue de celle ou de celui que nous avons en face, de le comprendre, de le respecter et d'avancer ensemble. L'espérance. Une alliance éducative fondée sur l'exigence, la confiance et l'espérance. Nous le savons, l'éducation est un bien commun, c'est un espace de rencontre où se déclinent des missions diverses, Se rencontrent où et nous parfois nous donnons les moyens, au bout du bout, de faire converger des engagements, les uns et les autres, se en déclinent des surmontant missions diverses, éventuellement nos contradictions, même si nous ne parvenons donnons pas les à les moyens, dissoudre. au bout du bout, Éduquer de ensemble, faire c'est converger reconnaître que la diversité les uns et de nos les autres, approches surmontant n'est jamais et ne doit jamais même si être nous ne un parvenons obstacle, pas à les que dissoudre, cette diversité est une éduquer richesse ensemble, c'est et que reconnaître cette richesse, que la diversité nous de nos la approches mettons et nous devons la jamais mettre et ne doit au jamais service être un d'une jeunesse obstacle, qui que cette attend, diversité à juste est une raison, richesse beaucoup. et que Concernant cette pédagogie innovante, nous avons mis en place des écrans tactiles, nous avons mis en place également des jeux ludiques, nous avons mis en place ce qu'on appelle un Moodle. C'est un travail qui se fait initialement à distance, où on peut créer des contenus, où on peut utiliser l'intelligence artificielle. Et récemment, on a eu une formation sur l'intelligence artificielle qui nous amène aujourd'hui à côtoyer nos jeunes et aussi à les sensibiliser par rapport aux réseaux sociaux. Là, on rencontre une difficulté, une grande difficulté qui fait partie non seulement du cadre de la jeunesse, mais aussi quand on regarde au niveau national, au niveau mondial, les réseaux sociaux, le téléphone portable, le numérique, l'avancement de la technologie nous amène justement à des problèmes qu'on retrouve récurrents au niveau de la classe. Et l'idée aujourd'hui, à travers le projet Learn, c'est tout simplement leur montrer qu'on ne doit pas être au service du téléphone, mais que le téléphone doit être au service de l'humain. Et ça, c'est très important, parce que la société n'a pas été informée ni formée de l'utilisation du numérique. C'est ce qui est vraiment dommage. Et on se rend compte, nous, en tant que formateurs, que finalement, on manque de formation. L'avantage que j'ai, moi, c'est que le lycée professionnel de Saint-François-Xavier accueille une 3e prépa métier. Et à travers cette classe de 3e prépa métier, je commence déjà un travail avec eux. Toutefois, on a eu aussi des difficultés, il faut se dire les choses. On a eu toutefois aussi des difficultés à accompagner des élèves parce que voilà, les problèmes rencontrés sont tellement énormes que nous-mêmes, ça ne nous relève pas forcément de nos compétences pour les accompagner. Mais en tout cas, nous, on reste présents, on les accompagne jusqu'au bout. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu des jeunes qui n'étaient pas forcément intéressés par les filières qui sont proposées dans le lycée, mais qu'à force de travailler, de discuter, à force de mettre vraiment beaucoup de passion, parce que nous, on est des gens quand même qui sont passionnés par le métier. Donc, j'ai eu l'occasion de suivre ce jeune-là sur le chantier. Et quand tu vois le patron qui te dit « ça fait 30 ans que sa boîte existe, qu'à partir de ces 30 ans, il n'a jamais pris l'initiative de prendre un mineur, mais qu'aujourd'hui, il a décidé de faire une exception, il n'a aucun regret. » Les jeunes, aujourd'hui, ont besoin de lui. Les jeunes, aujourd'hui, ont besoin des gens qui s'investissent, ont besoin des anciens pour passer, en fait, ce témoin, pour passer, comme on voit souvent la flamme olympique
où chacun son tour l'apprenne, il faut que nous aussi on est dans cette dynamique-là. Et j'ai envie de dire aussi ce qui est important, mais vraiment important, c'est que ce n'est pas seulement un travail à titre individuel ou à titre personnel, c'est un travail qui nous amène à créer un enjeu pour notre société de demain. En fait, l'idée, c'est vraiment comment penser une école pour que chaque élève trouve sa place sans que finalement le collectif ne l'écrase et sans que le collectif n'écrase ses besoins et grandisse finalement de chacun. On n'apprend pas seul, on apprend forcément avec les autres. D'ailleurs, l'école, c'est la société de demain. Donc c'est important que nos élèves soient tous ensemble, qu'on construise une société tous ensemble. Alors je dirais que c'est pas uniquement inclure ceux qui auraient des fragilités et d'autres qui n'en auraient pas, puisque finalement la fragilité est constitutive de l'être humain et à tout moment on a tous une fragilité, on a tous des besoins. Et là finalement, dans l'école pour tous, on a complètement changé de paradigme. On n'en est plus à pointer ce qui dysfonctionne, à ce que des enfants auraient en moins alors que d'autres ont en plus. On est vraiment à la question du besoin spécifique. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà. Et au-delà du besoin spécifique, du besoin partagé. C'est vrai qu'il peut y avoir un écueil et considérer que répondre aux besoins de chacun, ça va nuire au groupe. Et c'est vrai qu'on peut partir dans une sur-individualisation qui fait qu'on va avoir des chemins spécifiques pour chaque personne qui finalement seront toujours parallèles et ne vont jamais se croiser. Or, c'est pas comme ça la société. On vit tous ensemble et l'école, elle permet ça. L'école permet de se rencontrer. Le pape François le disait, la rencontre nous change et nous suggère souvent de nouveaux chemins que nous n'aurions jamais pensé emprunter. Et finalement, c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Être tous ensemble, c'est permettre que les fragilités et les besoins nous demandent de chercher de nouvelles approches pédagogiques, de nouvelles approches qui sont innovantes et qui peuvent répondre aux besoins de tous. La joie, ça va être des parcours d'élèves qui justement deviennent élèves, des enfants qui jusque-là étaient coupés de l'école parce qu'on n'avait pas de solution et qui peuvent finalement être dans des dispositifs qui leur permettent d'être avec les autres, voilà, d'être dans la classe, qui leur permettent d'avoir des copains et ça change le regard de tout le monde et ça fait grandir tout le monde. Ça, c'est une force. La force aussi, c'est de changer finalement ce que ça veut dire enseigner. On n'est plus dans une vision uniquement transmissive. Aujourd'hui, cette école pour tous nous permet de redevenir pleinement acteurs de ce que c'est enseigner, de poser des prises. Donc ça nous fait évoluer nous en tant qu'enseignants. La force et ce qui réussit, c'est quand on voit nos jeunes pour qui on avait pensé beaucoup de fragilité, qui demain trouvent un travail, qui sont heureux de venir à l'école. Voilà, toutes ces choses-là, c'est magnifique.